Donc, excellent. Merci beaucoup, John. Donc, bienvenue à cette séance de partage-causerie. C'est la dernière de l'année 2021-2022. Je sais que pour vous, les enseignants et enseignantes, c'est curieux de dire ça en février, mais ensuite, Activer le changement va se concentrer sur notre programmation de la conférence. Donc, aujourd'hui, c'est notre dernière et non la moindre parce qu'on va parler de jeux en classe pour sensibiliser les jeunes et je pense que ça devrait être une séance très, très, très intéressante. Donc, mon nom, c'est Marie-Catherine Toin. Je suis la coordonnatrice de l'éducation à la citoyenneté mondiale à Activer le changement et ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui, ce soir. Donc, juste prendre le temps peut-être de reconnaître qu'on est tous situés à différents endroits au Canada et même potentiellement dans le monde. Et moi, je voulais mentionner que j'étais dans le territoire non concédé Abénaquis, donc qui est communément appelé Sherbrooke. Donc, voilà. Donc, je vous invite aussi à prendre le temps d'écrire dans le chat d'où vous venez, pour qu'on sache un peu qui est dans la salle avec nous. C'est toujours très intéressant. Ensuite, je vais partager rapidement un peu qu'est-ce que Activer le changement pour ceux et celles qui c'est la première fois. Donc, vous allez voir à l'écran une présentation. Pour ceux et celles qui souhaitent le visionner en anglais, en haut de votre écran, vous devriez avoir une option d'affichage et choisir la langue English Slides et vous allez pouvoir voir la même présentation mais en anglais. So I'm just going to repeat in English. So at the top of your screen, you have view options. Je vais répéter en anglais. Donc, en haut de votre écran, vous avez des options de visionnement. Donc, vous avez le choix de choisir la présentation en anglais. Donc, si vous cliquez sur View Options en haut, vous avez l'option de voir la diapo intitulée English Slides. Je vais prendre seulement quelques moments pour présenter. C'est la dernière séance de la série Partage-causerie pour les enseignantes et enseignants du Canada. Et la séance, c'est quand sensibiliser rime avec jouer. Donc, on va parler de jeux en classe qui permettent de sensibiliser les jeunes sur différents enjeux et ça risque d'être très intéressant. Donc, brièvement, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Activer le changement, Activer le changement, c'est un programme de 5 ans qui est financé par Affaires mondiales Canada puis qui vise à accroître l'efficacité des petites et moyennes organisations de coopération internationale et pour l'atteinte des objectifs de développement durable, donc les ODD. Et donc, les principaux résultats du programme sont d'augmenter l'engagement des PMO canadiennes dans le développement et accroître l'engagement des Canadiens et des Canadiennes, en particulier les jeunes en tant que citoyens du monde. Et c'est là que vous entrez en jeu. Et d'où est née la série Partage-causerie. Donc, notre objectif, c'est de créer au moins 3 événements. Aujourd'hui, c'est le 5e déjà, 3 événements par année pour créer des opportunités d'apprentissage, de partage et de mise en réseau pour les enseignantes et enseignants du primaire et du secondaire. Puis le but, c'est vraiment de partager des ressources pédagogiques avec des pairs et des experts pour engager les jeunes en tant que citoyennes et citoyens du monde efficaces et défenseuses et défenseurs des objectifs de développement durable. Donc, c'est vraiment organisé par chaque conseil de coopération internationale. Donc, aujourd'hui, c'est l'ACOSI, donc l'Association québécoise des organismes de coopération internationale. Puis, c'est pour inviter les enseignantes et enseignants à se retrouver et à discuter de comment engager les jeunes pour qu'ils deviennent des citoyens et des citoyennes du monde engagés. C'est vraiment une opportunité de partager et d'apprendre. En termes de logistique, donc, comme je l'ai dit, la séance est enregistrée. On vous invite à garder votre micro fermé, à moins que vous ayez une question. Pour ça, on vous invite à utiliser le symbole en bas de votre écran sous l'onglet « Réaction ». Vous voyez un petit bonhomme sourire. Si vous cliquez là, vous avez l'option de lever la main. Donc, si jamais vous voulez intervenir. Sinon, d'utiliser le chat. Donc, je vois déjà qu'il est actif. Donc, utilisez le chat pour intervenir. Donc voilà. On va vous poser quelques questions au cours de la séance. Donc, n'hésitez pas à être engagé puis à partager vos expériences. Et aujourd'hui, l'équipe d'animation est composée de Nancy Burrows, donc, qui est l'hôtesse de l'ACOSI, donc l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, de Dominique Forget, qui est agente d'éducation à la citoyenneté mondiale au CSI, donc Carrefour de solidarité internationale, et qui va être l'animatrice principale, et Yolande Bouchard, qui est un enseignant retraité et animateur également aujourd'hui. Donc, ça va être un très beau dialogue entre Dominique et Yolande qui vont nous partager leurs expériences et leurs outils.
Si jamais vous avez des questions suite à la rencontre, vous pouvez me contacter Nancy si c'est des questions qui sont plus reliées à la COSI, donc son adresse est là, ou moi si c'est des questions qui sont plus reliées à la programmation d'Activer le changement. Là-dessus, on va s'arrêter, puis j'inviterai Nancy peut-être à se présenter. Je l'ai fait brièvement, mais si tu veux prendre quelques minutes pour te présenter. Bonjour tout le monde. Oui, alors moi, c'est Nancy Burroughs. Je suis chargée de programme en éducation à la citoyenneté mondiale à la COSI, qui est l'Association québécoise des organismes de coopération internationale. Et peut-être juste en 2 mots, donc la COSI, c'est le regroupement québécois ou l'Association québécoise qui regroupe 70 organismes de coopération internationale. Et nous travaillons notamment pour la défense des droits humains, des droits des femmes, l'égalité des genres, la paix et l'environnement. Ça fait partie de notre vision stratégique et des thèmes qui nous intéressent. Et on voulait, pour lancer, dans le fond, cette causerie-là, on avait une petite vidéo qu'on a fait. En fait, à la COSI, nous avons défini ensemble qu'est-ce que l'éducation à la citoyenneté mondiale pour nous et pour nos membres. Et donc, dans cette petite capsule vidéo, vous allez voir c'est quoi les piliers de cette éducation à la citoyenneté mondiale, qu'est-ce que ça vise, qu'est-ce que ça mange en hiver, comme on dit au Québec, comme expression. Je ne sais pas comment traduire ça dans d'autres. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais inviter Marie-Catherine de lancer donc la petite capsule vidéo. Et comme elle disait, si vous voulez l'écouter en anglais, alors vous allez en haut et vous choisissez EN Slides, English Slides, dans le View Options ou les options d'affichage. Je vais laisser comme quelques secondes le temps que tout le monde choisisse la langue. Et sinon, je le lancerai. C'est bon, John? Go. À l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, la COSI, nous constatons que le monde dans lequel nous vivons est jonché d'inégalités économiques, politiques, sociales et écologiques. Des rapports de pouvoir inégaux existent à l'intérieur de nos sociétés ainsi qu'entre les peuples et les nations. Nous croyons également qu'il nous appartient de changer les choses pour créer un monde plus juste et plus équitable. C'est dans ce contexte que la COSI a adopté, lors d'une assemblée générale en 2019, une définition commune de l'éducation à la citoyenneté mondiale. L'éducation à la citoyenneté mondiale, ou ECM, est une réponse à l'urgence d'agir face aux enjeux locaux et globaux. Elle se fonde sur la reconnaissance de l'autodétermination et de l'interdépendance des peuples et de leur interaction avec le vivant, sur l'engagement individuel et collectif pour la défense des droits des femmes, des droits humains et de la protection de l'environnement, et sur l'affirmation que nous sommes toutes et tous responsables du monde. Le CM permet de comprendre les causes structurelles des rapports de pouvoir qui créent des injustices et des inégalités. Véritable appel à l'action, le CM regroupe un ensemble de pratiques faisant la promotion de la solidarité, de l'acquisition de connaissances, de la prise de conscience et d'une transformation sociale concrète et positive. Elle privilégie l'action en réciprocité avec les personnes et les communautés dans une perspective de co-construction, de savoir-être et de pouvoir d'agir. Les actions en ECM passent par 5 grands pôles. La sensibilisation, pour faire prendre conscience au grand public des multiples enjeux qui touchent à la solidarité internationale. La formation, pour renforcer les capacités, comprendre les rapports de pouvoir et d'inégalité, tant à l'échelle locale que globale. La recherche, pour enrichir ou construire de nouvelles connaissances dans un esprit de collaboration entre les personnes et les groupes. La mobilisation des gens dans un mouvement commun pour valoriser le collectif et mettre de l'avant l'apprentissage par l'agir. Le plaidoyer, pour faire pression sur les affaires publiques et politiques afin de proposer des alternatives et augmenter notre impact politique. Le travail des organismes de coopération internationale en partenariat avec d'autres groupes mène à des changements concrets et c'est justement ça le CM. C'est des ateliers, des conférences, de l'animation scolaire, des marches, des kiosques, du mentorat, des événements publics, des cercles d'éducation populaire, du théâtre-forum, de la recherche-action, des signatures de pétitions, des rencontres de députés et bien plus. La différence se fait parce que des milliers de gens s'impliquent.
Par exemple, Elodie et d'autres élèves ont mobilisé leur entourage pour faire changer le programme éducatif de leur école afin d'inclure l'éducation internationale et environnementale dans les cours. Manu a participé à Québec sans frontières comme des milliers d'autres jeunes avant lui. Après avoir vécu une expérience de solidarité internationale au Sénégal, il s'est impliqué au retour dans un groupe d'aide aux personnes itinérantes pour devenir un acteur de changement local. MacArthur a fait signer des pétitions et participé à des marches pour soutenir la campagne mondiale qui a contribué à l'élimination de la dette des pays les plus pauvres du monde. Aïcha et des jeunes de sa communauté ont sensibilisé les élèves du secondaire en créant une application web contre l'intimidation et pour l'inclusion. Suite à des activités de sensibilisation et divers moyens de pression, l'organisme de David a réussi à ce que leur municipalité obtienne la désignation de ville équitable. Suite à une conférence avec les défenseurs des droits des femmes, plus de Québécoises et Québécois, comme Rachida, sont maintenant sensibilisés aux injustices et impacts sur les femmes et les autochtones générés par les compagnies minières canadiennes. C'est ça, le CM. Des gens qui se mobilisent pour changer les choses dans leur milieu en développant des liens de solidarité et d'entraide. Chaque groupe et chaque individu est libre d'adapter l'ECM à ses besoins et ses réalités. Par l'engagement, la sensibilisation, la mobilisation, le plaidoyer et le partage d'expériences, les personnes apprenantes deviennent des actrices de changement pour l'édification d'un monde égalitaire, juste, équitable, inclusif, durable, solidaire et pacifique. Le CM est donc une démarche globale qui vise à développer ou renforcer chez les individus et les collectivités les capacités, la compétence et l'engagement. Ces trois pôles de transformation entraînent des changements personnels dans nos gestes et comportements, des changements relationnels dans nos relations avec les autres et la planète, et finalement des changements systémiques dans nos politiques et dans l'organisation socio-économique et environnementale. Le CM renforce ainsi le développement de rapports de réciprocité et d'interdépendance plus justes et équitables entre les personnes et les peuples. C'est sur le terrain qu'on voit le mieux à quoi ressemble le CM. Grâce au travail constant de milliers de personnes membres d'organismes de coopération et de solidarité internationale, nous avançons tous les jours vers un monde plus juste, égalitaire et respectueux des droits humains. Le CM sert alors de guide pour l'action et de cadre de référence commun pour que nous puissions avancer ensemble vers un monde meilleur, ici et ailleurs. Si vous désirez en apprendre davantage, le document explicatif de l'ECM est disponible en français, en espagnol et en anglais sur le site internet de l'ACOSI au www.acosi.qc.ca/ECM. Donc, ça donne un peu un aperçu de la vision d'éducation à la citoyenneté mondiale que nous avons à l'ACOSI. Et évidemment, une partie de cette ECM-là, bien, ça se passe dans les écoles. Et donc, on arrive à notre thème de ce soir. Et l'ACOSI est très... nous sommes heureux et heureuses de s'associer à cet événement. Donc, sans plus tarder, je vais présenter les deux personnes ressources pour cette causerie. Il y a, donc, je souhaite la bienvenue à Yolande Bouchard, qui a enseigné pendant 34 ans l'histoire du Canada, l'histoire du 20e siècle et le cours Monde contemporain au Collège Mont-Notre-Dame de Sherbrooke, au Québec. Il est aussi lauréat des prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence en enseignement de 2015. Et la deuxième personne ressource, c'est Dominique Fourget, qui est agent d'éducation à la citoyenneté mondiale au Carrefour de solidarité internationale de Sherbrooke, toujours au Québec. Et un de ses intérêts, c'est l'importance du développement des compétences citoyennes à l'adolescence. Et je vais passer la parole à Dominique qui pourrait peut-être dire un mot de plus sur qu'est-ce que le Centre de solidarité internationale de Sherbrooke. Alors, merci. Merci. Bonsoir tout le monde. Très contente d'être parmi vous. Bonjour à Yolande.
qui est dans le bureau à côté de moi en ce moment. Donc, effectivement, je travaille au carrefour de Solidarité internationale, le CSI, et très rapidement, le CSI, on est un petit organisme de coopération internationale situé à Sherbrooke, et on a, on va dire, comme trois grands secteurs d'action, là. On a donc de l'éducation à la citoyenneté mondiale, qui va être le sujet là, de ce soir. Ça se représente là, sur plusieurs formes d'activités, dont la majorité se déroule dans les écoles de l'Estrie. On a ensuite un secteur de projet là, de solidarité internationale avec des partenaires outre-mer. Donc, on a des partenaires avec qui on travaille depuis, là, pour certains, depuis 2 décennies, là, au Mali, au Pérou, en Haïti, au Nicaragua, puis un peu au Sénégal aussi. Puis, en parallèle de ça, ce qui vient mailler un peu tout ça, c'est aussi des stages. Donc, on a des collaborations là, avec nos partenaires pour avoir des stages là, sur le terrain ou en ligne là, en ce moment avec nos différents partenaires là, par des stages du gouvernement du Québec ou du Canada. Donc, c'est vraiment là, nos trois grands secteurs. Et donc, ce soir, je suis avec vous pour vous parler de notre petit chouchou, notre atelier préféré qui s'appelle Globopoly. Mais avant d'aller plus loin, j'avais envie de faire un mini brise-glace avec vous. Je vais fonctionner beaucoup avec la boîte de clavardage ce soir. Donc, je vais vous poser une question qui va aussi être inscrite là, dans le chat pour tout le monde. Et on va compter là, un petit temps là, pour que tout le monde ait le temps d'écrire. Puis quand je vais faire 3, 2, 1, allez-y, vous pourrez peser sur Enter et tout le monde là, pourra lire là, les différentes réponses. Donc, la première question que j'aimerais vous poser ce soir, puis Yolande pourra rebondir verbalement là, à cette question-là, c'est est-ce qu'en tant qu'enseignant ou enseignante ou intervenant dans le milieu scolaire, vous utilisez le jeu comme pratique pédagogique? Et si oui, dans quel contexte, dans quelle matière vous faites ça? Donc, on va laisser un petit 15 secondes à tout le monde pour écrire. C'est bon, on va essayer. On va s'essayer avec un petit 3, 2, 1. Alors, 3, 2, 1, allez-y. Peut-être que je n'ai pas compté assez longtemps. Mais bref, si c'est le cas, prenez le temps de continuer d'écrire. Mais en attendant, je vais poser la question à Yolande. Donc, Yolande, pour ta part, en tant qu'enseignant expérimenté, est-ce que le jeu, tu vois ça comme une pratique pédagogique pertinente en tant qu'enseignant? Dominique, extrêmement pertinente parce que, puis il y a une chose que je ne sais pas si tu te rappelles, il y a plusieurs années, je réalisais en enseignant l'histoire du Canada, les élèves rentraient dans la classe avec un certain dynamisme. Et au bout de 15, 20, 30 minutes, le dynamisme commençait à diminuer. Et je me disais, mais voyons, pourtant la matière que j'enseignais devenait plus intéressante plus le cours avançait et l'attention était diminuée. Donc, il y avait quelque chose qui me dérangeait et j'ai lancé une idée aux élèves. Comment on pourrait, il y a plusieurs années, comment on pourrait rendre l'histoire canadienne intéressante? Et il y a une élève qui avait levé la main qui m'avait dit, fais un jeu, construis un jeu. Oh, je l'ai pris au vol, cette idée, mais j'ai dit, attention, elle est belle. J'avais juste des élèves filles. Et là, je leur ai dit, c'est pas moi qui va faire le jeu, on va le construire ensemble. Et nous avions bâti un jeu qui était un jeu de questions-réponses, un peu à la Génie en herbe, mais vraiment adapté à notre cours. C'était un succès au point qu'à tous les ans, je le sortais, ce jeu, pour faire la révision. Et là, je réalisais une chose, Dominique, et c'est pour ça que Globopoly a été un si grand succès chez nous, c'est que si tu veux que tes jeunes retiennent, il y a deux éléments que tu peux utiliser. Dire à tes élèves, ça va compter, ça c'est usant, ou de leur présenter sous forme de jeu. Le jeu, l'amusement, ne même pas se rendre compte que tu apprends. C'est là que tu apprends le mieux. C'est là que tu fais des liens. Donc, je l'ai compris
assez rapidement, puis je l'ai utilisé le plus possible. Mais il faut pas. Mais il y a le piège, il faut que ton jeu soit pertinent et adapté à ta clientèle. Si ton jeu est trop enfantin, tu viens de perdre ta clientèle. Avec le jeu, tu as quelques minutes pour le rendre crédible. Mais quand il est compris, tu as une période d'exception qui est devant toi. Puis, merci Yolande pour le petit témoignage. Je vois qu'il y a quelques enseignants ou enseignantes qui ont écrit là, dans le chat que oui, ça peut être utilisé. Entre autres, je vois en anglais. C'est le fun. Nous, on va effectivement ce soir parler d'un jeu qui se déroulait davantage dans un cadre de monde contemporain, univers social et tout. Mais effectivement, le jeu peut vraiment être pris à toutes les sauces. Et l'idée ce soir, c'est de vous présenter un peu une histoire de succès avec notre jeu Globopoly, mais surtout de le décortiquer en ingrédients. On a essayé de se replonger dans notre jeu, prendre un petit peu de recul et de dire quels sont nos ingrédients principaux qui font en sorte que notre jeu Globopoly est franchement un outil d'éducation à la citoyenneté mondiale vraiment hors du commun là, dans la région pour parler des inégalités internationales. Donc, j'ai envie de commencer en prenant un petit 10 minutes juste pour vous parler de c'est quoi Globopoly, parce qu'on va revenir, on va se servir de ce jeu-là pour mettre en évidence là, les différents ingrédients tout au long de la séance. Donc, Globopoly, c'est un jeu qui a été là, créé de toutes pièces par notre équipe ici au CSI. Et l'idée, en fait, c'est qu'on avait un atelier qu'on offrait dans plusieurs écoles, qui était un atelier qui s'appelait Introduction aux inégalités internationales. C'est un atelier qui était intéressant, qui donnait des résultats, mais on le trouvait plate à animer. Donc, vraiment, le déclencheur a été, il me semble qu'il n'est pas si le fun que ça en tant qu'animatrice. Puis, on est des animatrices très, très dynamiques au CSI, puis on s'est dit, amusons-nous à créer quelque chose qui va nous amuser, nous aussi. Donc, on s'est mis à regarder l'atelier, c'était quoi les notions là, de base qu'on voulait transmettre par cet atelier-là. Et on s'est dit, on veut que ce soit le plus interactif possible, on veut que les jeunes jouent. Donc, grosso modo, les élèves sont répartis en 6 équipes qui représentent chacune un personnage dans 6 régions du monde différentes. Donc, on a le Canada, le Japon, la Syrie et 3 pays avec lesquels on a des partenariats. C'est pas un hasard, Haïti, le Mali et le Pérou. Et le but du jeu, tantôt, on va vous montrer là, des petites photos, là, vous allez pouvoir voir visuellement à quoi ça ressemble, mais le but du jeu, c'est une carte, on va dire, c'est un hexagone, un octogone, un hexagone, puis on doit se rendre au centre. Et c'est très facile, les jeunes, déjà, ils voient la carte, on se dit, d'après vous, quel est le but du jeu aujourd'hui? C'est d'aller au milieu, effectivement. Donc, rapidement, l'objectif est capté, l'attention aussi. Et la petite twist qu'on donne au début, c'est on leur pose aussi la question, croyez-vous que tout le monde commence dans la vie à la même case départ? Et là, ça nous permet déjà d'amener la discussion sur les inégalités. Donc, rapidement, il y a plusieurs jeunes qui lèvent la main, qui disent « Ah non, ça dépend si on est un homme ou une femme. » C'est vrai. Ça dépend si on est dans une dictature. C'est vrai. Ça dépend si j'ai accès à l'éducation aussi. Donc, on fait ressortir à même leurs connaissances préalables quels sont, selon eux, des facteurs qui créent des inégalités dans le monde. Et donc, ensuite, on fait une marge des privilèges. Donc, on donne des exemples, on donne des statistiques et tout ça. Et ça fait en sorte que les pions, dès le début, vont se placer à un endroit différent dans le jeu. Donc, par exemple, l'homme d'affaires japonais, célibataire, sans enfant, commence à la case 10 sur 12. Alors que la jeune femme qui est une reste avec en Haïti, qui n'a pas accès à l'éducation ni à des soins de santé, est toujours à la case départ avant même que le jeu commence. Donc, rapidement, on leur demande qu'est-ce que vous constatez et rapidement, c'est injuste. Et ça, ce n'est pas une surprise. Les élèves le savent déjà. Donc, on se sert vraiment de leur connaissance préalable et de leur feeling finalement pour dire effectivement, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont injustes dans le monde. Et là, en fonction d'où les élèves partent dans le jeu, ils ont accès à des actions qui vont avoir des impacts ailleurs, auprès de d'autres personnages. Et ce qui est intéressant, c'est que les élèves ne sont pas au courant de quels impacts vont survenir au courant du jeu. Rapidement, dès le premier tour, le jeu est conçu pour que le Japon arrive au centre, seul. C'est un petit peu c'est le but. Et à ce moment-là, ils doivent piger une carte et ça dit, grosso modo, vous êtes arrivé seul au centre, le monde ne tourne pas rond, vous ne pouvez pas atteindre le sommet seul. Tout le monde doit reculer de 2 cases.
Et c'est ce qui va arriver à chaque fois que quelqu'un va atteindre le centre seul. Et c'est là qu'on amène, dans le fond, la nouvelle règle du jeu qui est, plutôt que d'atteindre le centre seul, le but du jeu est de réduire les inégalités entre les personnages les plus avancés dans l'échelle du jeu et ceux qui sont le moins avancés. Donc, ça leur fait prendre conscience rapidement de leurs privilèges, mais aussi de l'impact que vont avoir leurs actions au courant du jeu. Et plus ils sont avancés dans le jeu, plus souvent ils ont d'impact. C'est normal. Le joueur du Canada, par exemple, va acheter un téléphone cellulaire. Ben, on va voir le joueur du Mali reculer. Puis là, les jeunes se disent, mais pourquoi? Et c'est là qu'on engendre la discussion sur un paquet d'enjeux. Donc là, on peut aborder, par exemple, la question de l'extractivisme, que le fait qu'il y ait des enfants qui sont en situation de travail obligatoire là, dans différents pays. Donc, vraiment, on peut aborder les luttes antiracistes, des gestes à portée féministe, le commerce équitable, la désinformation, la mode éthique. Donc, plein de choses qui sont dans leur environnement, qui sont des enjeux extrêmement complexes, mais qu'on parvient, grâce au jeu, à aller creuser tranquillement, pas vite. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, on offre des pistes d'action à la portée des jeunes à la suite de chacune des actions qui sont mises dans le jeu. Donc, je sais que c'est rapide, mais ça vous donne quand même une petite idée à quoi sert le jeu. Puis à la fin, on prend toujours le temps de faire un petit retour avec les élèves. Puis souvent, ce qui ressort, c'est « je ne pensais pas que ce qu'on fait ici avait autant d'impact ailleurs ». Et là, nous, quand ça sort, on met un petit crochet puis on se dit « on a réussi notre mission dans cette classe-là aujourd'hui ». Parce que le fait, on l'a vu un petit peu dans la capsule, les enjeux globaux sont de plus en plus complexes, sont extrêmement interreliés. Et c'est dur pour des jeunes de 15-16 ans, où on l'anime aussi dans des cégeps, donc un petit peu plus vieux, d'avoir une prise sur ces enjeux-là. Et c'est à ce à quoi sert notre atelier. Donc, avec tout ça, pourquoi ça marche Globopoly? Donc, on a fait nos devoirs de notre côté et on a relevé 5 ingrédients qui sont, je pense, pour vous intéressants dans la mesure où, quand vous avez envie de développer des jeux dans vos pratiques pédagogiques, évidemment, c'est peut-être pas évident toujours de regrouper les 5 ingrédients d'un seul coup, mais c'est peut-être des pistes pour rendre votre jeu avec une plus grande portée puis qu'il y ait des effets concrets auprès des jeunes. Et je dis ça en toute humilité, OK? Je ne suis pas enseignante, je suis une animatrice, je conçois des ateliers, tout ça. Je sais que ça va être intéressant aussi de vous entendre sur comment vous mettez ça en pratique. Donc, on voit d'ailleurs sur la photo une partie du matériel de jeu. Donc, on va y aller un ingrédient à la fois. Donc, Yolin et moi, on va avoir un échange, puis on va aussi à chaque ingrédient vous poser une question, presque à chaque ingrédient, pour qu'on puisse aussi bénéficier de l'échange avec vous ce soir. Donc, le premier ingrédient qui fait que, selon nous, Globopoly est un bon outil d'éducation à la citoyenneté mondiale, c'est qu'il est ancré dans les besoins du milieu. Pourquoi? En fait, on s'est basé sur le programme scolaire. Donc, dès le début du jeu, on s'est dit, de la conception du jeu, on s'est dit quelles sont les compétences qui sont incluses dans notre cas dans le programme de formation de l'École québécoise aux différents niveaux dans lesquels on veut offrir l'atelier. À quoi ça touche? Ça a 2 raisons. Premièrement, Yolande l'a mentionné tantôt, on doit s'assurer de la pertinence. Donc, là, clairement que ça devient un jeu qui est pertinent parce qu'il répond à des besoins de formation, mais aussi parce que les enseignants vont avoir envie de l'accueillir, ce jeu-là, parce que ça rentre dans leurs besoins aussi parfois d'avoir justement d'autres gens, de décloisonner l'école et d'accueillir des gens aussi. Donc, rapidement, on a ciblé les compétences. On a eu envie vraiment de les mettre en évidence tout au long du jeu. Et on a aussi donc créé le squelette de ce jeu-là et on l'a fait valider par des profs. Yolande, je ne crois pas à ce moment-là que tu étais dans le focus group, là, si je me souviens bien, quand on était dans le développement, mais on avait réuni quelques profs de différents niveaux, de différents milieux aussi. Et on avait eu justement la discussion, est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça va être intéressant? Est-ce que ça vous tente qu'on joue à ça avec vos élèves? Donc, rapidement, on a ancré le jeu dans les besoins du milieu, autant au niveau de la formation que des besoins des enseignants. Yolande, j'ai envie de te demander, toi, quand tu recevais cet atelier-là avec tes élèves ou de manière générale, comment tout ça pouvait s'ancrer dans tes pratiques pédagogiques?
Facilement, Dominique. C'était vraiment, vous aviez réussi à connecter très, très bien le jeu à ce qu'on attendait de nos élèves dans le cours Monde contemporain. Mais je vais revenir à un élément, Dominique. La première année que tu es venu présenter le jeu aux élèves, je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'avais invité quelques enseignants et enseignantes à venir voir, à circuler les directions. La direction d'école était venue. Et on avait fait une belle... Après, quand vous étiez partis, on avait observé la réaction des élèves et on avait eu besoin d'une discussion d'équipe. À qui allait s'adresser ce jeu? On avait vu tout le monde, on avait vu la richesse pédagogique qui était sous-entendue par l'activité. Mais à qui on devait l'adresser? Parce qu'on a des élèves qui ont 13 ans et on en a d'autres qui ont 17 ans. Nous, on est arrivé à la conclusion que ça s'adaptait extrêmement bien aux élèves les plus âgés. Parce qu'il y avait une notion de changer la mentalité. Mais il y avait des profs autour de la table qui disaient non, ça s'adresse à nous, même au premier cycle, parce que dans le programme éthique et culture, on pourrait le récupérer. D'autres disaient, ben non, mais moi, en anglais, c'est exactement ça que j'aimerais faire. Il est tout créé. Puis je m'adresse aux gens qui sont avec nous ce soir. Il faut voir aussi, on parle de jeu, mais on a l'idée qui nous vient tout de suite à l'esprit quand on voit jeu, on voit quelque chose qui se dépose sur une table de cuisine. C'est absolument pas ça. Vous avez besoin d'un immense local pour jouer à ce jeu. Dominique n'a pas insisté assez, mais nous, on avait une salle à spectacle pour pouvoir le déposer parce que c'est une grande plateforme au sol. Juste visuellement, lorsque les élèves entrent et voient ce jeu au sol, les pays, ils sont éblouis. Mais voyons, c'est quoi ça, un jeu aussi grand? Et ça, ça touchait tout de suite l'œil, le regard, évidemment, et l'équipe enseignante, la direction, on s'est dit, ça répond très bien pour le milieu dans lequel j'étais, ça répondait très bien aux besoins de nos plus âgées, nos plus vieilles, donc celles en fin de cycle du secondaire, ça répondait très bien au programme d'éducation que le ministère avait déposé, mais qui, malheureusement, il faut quand même le rappeler, pour ceux qui sont du Québec, il n'y a pas beaucoup de place en 5e secondaire pour les cours en univers social et de conscience planétaire. On est beaucoup plus dans la science. Donc, Dominique, ce jeu-là, il répondait extrêmement bien à notre programme. Monde contemporain, à 2 périodes, 9 jours, ce jeu-là venait nous donner du plus. Puis, pour votre information, ce qui est intéressant, c'est oui, effectivement, il a été réfléchi pour des élèves du secondaire, mais on l'a animé dans toutes sortes de milieux. On l'a animé avec la COSI, d'ailleurs. Nancy nous avait invité à l'animer auprès de l'équipe et des membres. On l'a animé auprès d'Affaires mondiales Canada, du gouvernement du Québec. Donc, ça l'a vraiment fait jaser, ce jeu-là. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on peut toujours, on a la base, on a le gabarit qui est quelque chose de très vulgarisé, qui est accessible à tout le monde. Mais ensuite, on peut toujours adapter nos interventions, nos commentaires, les apartés qu'on fait avec les gens, les discussions aux personnes devant qui on se trouve. Donc, d'avoir un contenu très, très vulgarisé, puis après ça, d'en rajouter des couches selon à qui on parle, ça a vraiment été quelque chose de gagnant de notre côté. Pour cet ingrédient-là, je ne veux pas comme ça insister plus que ça parce qu'en tant qu'enseignant, enseignante, vous êtes déjà ancré dans votre milieu. Donc, je pense que je n'ai pas à insister davantage sur cet ingrédient-là. Donc, on va passer au deuxième, qui est avoir une bonne dose de réalisme, s'ancrer dans la réalité maintenant. Donc, dans Globopoly, on voit bien là, justement la dimension là, du jeu qui se déroulait justement à l'école de Yola. L'idée, c'est que, tantôt, j'ai mentionné rapidement qu'on faisait du storytelling ou des témoignages, on avait des personnages. Donc, tous les jeunes, toutes les équipes en début de jeu devaient lire, présenter leur personnage au jeu. Donc, je m'appelle Mariette Jean ou je m'appelle... Donc, tous les jeunes devaient présenter leur personnage.
Et il y a certains de ces personnages qui sont des vraies personnes. Et ça, on leur dit, là, une fois que tout le monde a lu son personnage, pour ce qui est des personnages qui viennent d'Haïti, du Mali et du Pérou, on a changé les noms, mais le profil, on va dire, socio-économique et tout du personnage, c'est vraiment une vraie personne. Donc, et ça, on le dit aux élèves et rapidement, ils disent « Oh, OK, c'est vrai ce qu'on fait là, c'est une vraie personne. » Et il et elle se sentent déjà encore plus investis, encore plus concernés dans l'expérience. Je parlais aussi de la marge des privilèges. Donc, on disait, par exemple, si votre personnage a accès à des soins de santé, vous pouvez avancer de 2. Ça, c'est au début du jeu quand on place les pions. Et rapidement, ça vient, les émotions sont touchées tout de suite quand on fait ça. Tantôt, je vous disais que à la fin, le constat était c'est injuste, mais tout au long de la marge des privilèges, quand certains avancent, quand certains personnages qui sont des femmes reculent, donc tout ça, tous ces petits moments-là, ces petits déplacements-là, déjà, ils se disent OK, mais c'est ça qui se passe dans le monde pour vrai, tout dépendant des privilèges que j'ai. Il y a des choses auxquelles j'ai accès ou que je n'ai pas accès. Donc, ça aussi, ça amène une bonne dose de réalisme dans le jeu. Et on va au-delà aussi des statistiques. Puis ça, je pense que c'est important, en tout cas, du moins dans la pratique que j'ai au niveau de l'éducation à la citoyenneté mondiale. Les statistiques, souvent, ça demeure très abstrait. Ça peut être intéressant pour montrer, là, des fois même visuellement avec un graphique, ou c'est vraiment pertinent, mais de se limiter des fois aux chiffres, on perd les humains derrière. Puis c'est là d'amener ça par une marge des privilèges, justement, plutôt que de dire que 40% des dirigeants mondiaux sont des femmes, on va l'illustrer par le jeu. Donc, c'est vraiment on essaie de ne pas trop utiliser de statistiques, justement, pour plus l'ancrer dans les individus plutôt que dans les chiffres. Et je pourrais dire aussi au niveau du réalisme, le fait, puis Yolande a glissé un mot tantôt, mais le fait que ce soit un acteur de la communauté qui entre dans l'école pour parler d'un enjeu, on croit aussi que ça a un impact dans la rétention d'informations ou la réception de l'activité. Et j'ai envie aussi de vous poser la question, vous justement, le storytelling, le fait d'utiliser des témoignages, que ce soit de gens de la communauté ou par justement des fois un extrait d'un documentaire où quelqu'un raconte son histoire, peu importe. Est-ce que le témoignage ou le storytelling fait partie de vos pratiques pédagogiques et est-ce que, selon vous, ça a des impacts? Donc, encore là, je vais vous laisser un petit 30 secondes peut-être pour écrire. Marie-Catherine a déjà indiqué la question dans le chat. Puis après ça, Yolande, je pourrais te laisser la parole puis on pourra lire aussi quelques réponses par la suite. Parfait. Donc, on va y aller avec le 3, 2, 1. 3, 2, 1, allez-y. Ah, Marie-Catherine, intéressant ce que tu écris dans des contextes plus hors scolaire, plus informels. C'est intéressant. Je pense que ça, c'est très, très, très pertinent dans les écoles. J'ai utilisé dans les écoles, mais je sais qu'en Haïti, par exemple, qui a des traditions plus orales dans les projets de développement international, souvent on utilise ça, le message passe mieux, puis ils comprennent mieux. Fait que je pense que c'est un outil qui est très pertinent. Et je me retournerai vers toi, Yolande, le temps que peut-être d'autres réponses puissent entrer dans le chat. Toi, justement, le storytelling, le fait la crédibilité du jeu, en quoi, selon toi, ça a des impacts sur les élèves qui ont pu assister à l'activité? Tu t'en rendais compte, Dominique, quand tu venais, ça avait un impact tout de suite pendant le jeu parce qu'elles y voyaient une pertinence. Elles savaient que les noms qui circulaient, le jeu, les questions, tout était du réel. Mais moi, il y a un élément de force que je veux revenir, que toi, c'est difficile à dire, mais moi qui t'observais, tu n'as aucune idée de la pertinence de ta présence aussi.
C'était incroyable ce que tu apportais pendant nos rencontres. Les élèves faisaient des découvertes et toi, tu les amenais toujours à aller plus loin. Tu utilisais le jeu à l'instant même qu'elles découvraient des choses et tu enrichissais leurs découvertes. Donc, tu témoignais, tu devenais toi-même une personne qui témoignait d'une réalité. Oui, on peut bien sortir des chiffres. Oui, on peut dire toutes sortes de choses. Ça reste très théorique. Là, avec le jeu et avec toute la démarche que vous aviez réfléchie et votre présence active, c'était tout de suite l'impact, ça se voyait. Et ça se voyait comment? Par le sérieux que les élèves mettaient. Tu t'en rendais compte, elles ne décrochaient pas. Elles arrivaient au début du jeu, elles s'assoyaient par équipe. Il y avait une petite gêne au départ, puis après quelques minutes, tu avais réussi par l'activité à le rendre tellement pertinent, tellement crédible que l'information les amenait à prendre, à faire des grandes découvertes. Et à dire, ah, c'est ainsi que ça fonctionne, c'est comme ça que ça marche. Puis le jeune a besoin d'avoir des solutions à sa portée. On le nourrit d'informations, mais on lui donne rarement l'outil pour changer des choses. Et le jeu lui le permettait. Puis, pour les enseignants et les enseignantes qui sont avec nous ce soir, je serais portée à dire qu'il y a tellement, nous, on le fait en ce moment en tant qu'organisme de coopération internationale, on parle de ces enjeux-là, mais c'est certain que dans vos milieux, il y en a tellement des organismes qui ne demandent qu'à ça, d'avoir accès à des jeunes pour parler de plein d'enjeux, que ce soit par rapport aux violences sexuelles, que ce soit en lien avec la solidarité internationale, que ce soit en lien avec... peu importe, là, il y en a plein des organisations dans vos milieux. Puis des fois, on ne les connaît pas. Puis des fois, ces organisations-là n'ont pas nécessairement les moyens de se faire connaître. Et je trouvais ça très intéressant quand je discutais avec Yolande pour préparer l'activité de ce soir. Il disait, les écoles, c'est important de s'ouvrir sur la communauté. C'est le milieu de vie de centaines et de centaines de jeunes. Et des fois, il n'y a que l'école qui peut permettre d'ouvrir cette porte-là vers certains enjeux. Donc, c'est important aussi des fois de se retourner vers d'autres gens de la communauté aussi qui peuvent venir vous soutenir dans vos pratiques enseignantes et en amenant justement un atelier qui, là, dans le cas d'aujourd'hui, est un jeu quand même complexe et tout, mais ça peut être sous toutes sortes de formes. D'où aussi juste le storytelling, comme tu disais, Yolande, d'inviter quelqu'un pour parler d'une réalité, que ce soit même une foire de l'emploi, peu importe, que des gens concernés ou impliqués dans un enjeu puissent prendre la parole devant les jeunes, puis engager un dialogue, bien, ça ne fait que d'ouvrir les horizons, puis ça amène une bonne dose de réalisme. Donc, oui, puis Dominique, j'ajouterais rapidement, c'est que on a beaucoup plus de réseaux qu'on croit autour de nous. Il y a nos parents, il y a la communauté élargie. Nous devrions, ça devrait être une obligation dans une année scolaire. On est obligé de voir tous les éléments d'un contenu pédagogique, mais ça devrait être une obligation pédagogique aussi de faire entrer dans l'école les gens de notre communauté. Il faut que l'école s'ouvre à tout ce qui habite autour. Je ne sais pas, je serais curieuse de savoir si jamais il y en a qui ont envie de partager. Si vous faites venir justement des gens de la communauté dans vos classes, c'est toujours intéressant. N'hésitez vraiment pas à écrire aussi dans le chat. Puis on a quand même beaucoup de temps là, devant nous. Donc, on a envie que ce soit le plus interactif possible. Là. Zoom étant Zoom. Mais on aurait quand même envie d'entendre de votre côté ce que vous en pensez. On arriverait au troisième ingrédient, qui est l'aspect ludique. Bon, évidemment, c'est assez évident, on parle de jeu. Quels sont les avantages du jeu par rapport à, par exemple, un cours théorique? Bien, c'est certain que c'est vraiment le premier questionnement qu'on a eu quand on a décidé de mettre au point cette activité-là. C'était, on veut sortir du cadre théorique, on veut éclater l'atelier et rendre ça vraiment le plus amusant possible. Et
c'est sûr que ça va stimuler un intérêt pour la tâche. Puis vous le savez bien là, par votre pratique. Là, tantôt, il y en a qui mentionnaient que vous le faisiez dans des cours d'anglais, par exemple, déjà. Les élèves aussi, pour susciter l'intérêt, il faut que ce soit motivant et il faut que les élèves soient en contrôle de ce qui se passe pour maintenir un intérêt envers une tâche. Et le jeu permet vraiment de faire les deux. Donc, clairement que l'intérêt est présent parce qu'on a du matériel, on sort du cadre scolaire, on va dire classique, mais le contrôle aussi d'avoir à prendre des décisions, d'avoir à réfléchir avec les autres aux bons choix qu'on devrait faire pour avancer dans le jeu et tout ça, bien, ça permet de rendre tout ça très, très amusant, très ludique pour les élèves. Puis aborder plusieurs enjeux à travers un contexte vraiment, on va dire, très informel finalement. Yolan, j'ai envie de te demander, le fait que ce soit justement, tantôt on disait, il y a plein d'enjeux qui sont abordés avec, par exemple, notre jeu Globopoly, des enjeux qui sont complexes. On parle justement, on parle de violence sexuelle, on parle de migration, du conflit en Syrie, on parle de toutes sortes de choses. En quoi le jeu permet d'aborder de manière différente tout ça pour les élèves quand on allait dans tes classes? Mais je crois que le jeu ouvre la porte à n'importe quel thème, n'importe quel sujet. Il fait tomber les tabous. Parce que si j'arrivais dans la classe en disant, bon, aujourd'hui, on va parler des inégalités dans le monde, etc., les élèves vont dire, oui, on sait, on le sait. On sait, mais on ne sait pas, au fond. C'est ça, souvent. Nos cours sont faits pour amener du contenu, mais on a rarement des solutions à proposer. Et là, avec ce jeu-là, Globopoly, on est dans le côté ludique, évidemment, mais les thèmes, comme tu viens de dire, sont sérieux. Puis, c'est un jeu qui, même s'il est ludique, il est très sérieux. Parce que les solutions qui sont proposées sont des vraies solutions. Les situations qui sont présentées sont des vraies situations. Et il y a quelque chose que j'aimerais parler aussi, Dominique. Peut-être que des gens dans des classes, vous en êtes rendu compte. Il y a un élément que j'ai vraiment pris conscience par le jeu Globopoly et de votre présence aussi ici en classe, c'est que notre clientèle, elle est de plus en plus internationale. Dans ma classe, j'ai vu au cours des 34 années l'origine de mes élèves changer, les cultures se transformer. Mais le but de l'école québécoise, c'est d'en faire des citoyens québécois ou d'en faire des citoyens canadiens. Rare, j'ai vu des élèves dans la quotidienneté parler de leur passé, de leur vie. Elles vont quelquefois dire, tu vois, là, je suis syrienne, je suis afghane, je suis bon. Mais c'est tout. Le jeu ouvrait la discussion après. Quand on terminait le jeu, donc on se retrouvait en classe et qu'on faisait une période d'échange, de discussion, là, elle osait dire, oui, mais ce qu'on vient de jouer, je l'ai vécu. Je suis d'origine haïtienne. Je l'ai vu, la conséquence. On a tout vu ça. Je suis syrienne. Ma famille a vécu. Puis d'autres qui n'étaient pas des pays qui sont dans le jeu disaient c'est la même réalité. Donc, ça laissait tomber, ça a permis, la forme, le jeu permettait d'aborder des thèmes qui ensuite permettaient à des élèves de dire oui, je peux vous le confirmer. C'est comme ça que ça fonctionne. Et je peux le dire, je peux parler de mes origines. Oui, puis c'était souvent des moments qui, moi, me touchent beaucoup quand j'anime ce jeu-là, de voir des jeunes qui prennent le temps de parler, de faire aussi justement un petit témoignage, une petite partie de leur récit de vie finalement qui vient faire
un petit aparté dans le jeu, c'est toujours des moments qui me touchent énormément parce que, premièrement, moi, c'est des élèves que je ne connais pas. Donc, qu'elles se sentent dans un espace sécuritaire et en confiance pour le faire devant leur père, je me dis, ce jeu-là permet le dialogue, tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant d'offrir cette place-là aux élèves aussi à travers le jeu. Puis, je me souviens qu'une fois, on l'animait, puis il y en avait tellement eu beaucoup. Je pense, c'était dans une école qui était extrêmement là, multiculturelle à Sherbrooke et on avait fait moins de tours de jeu que prévu. On n'avait pas atteint du tout le résultat du jeu parce qu'il n'y avait pas eu le temps, les jeunes, de réduire les écarts, mais il y avait tellement eu de discussions entre les jeunes pendant l'atelier, ce qui était inattendu. Puis, il était « Oh, on n'a pas un bon score, c'est dommage. » Puis, on disait « Oui, mais qu'est-ce que vous avez vécu d'autre? » « Ah, on a pu partager des choses qu'on n'avait jamais dit entre nous. » Puis moi, je ressortais de là, c'est vraiment super privilégiée d'être témoin de ça. Puis je me dis, si ça peut, après ça, semer des graines, puis permettre justement que les jeunes se sentent bien de parler de leur histoire, ça permet de faire tomber beaucoup de préjugés. Mais effectivement, Yolande, c'est vrai que c'est un plus, ça l'amène vraiment le dialogue. Et je dirais aussi qu'on l'a animé récemment dans la technique de travail social au Cégep, à Granby, pas très loin de Sherbrooke. Et il y a évidemment en technique de travail social, la relation d'aide est au cœur du programme. Puis il y a beaucoup d'étudiantes qui nous disaient, en tant qu'intervenante, c'est tellement utile de jouer à ce jeu-là aussi. Donc, elles le voyaient aussi de leurs yeux de futures intervenantes, puis disaient « Ah ouais, je vois quelle portée peut avoir ce type d'outil-là dans mon éventuelle pratique. » Fait que c'est vraiment intéressant de voir que le jeu, il a aussi ça a été un élément interpellant pour des futures animatrices aussi, peut-être, de ce type d'activité-là pour amener le dialogue, susciter la discussion et tout ça. Donc, c'est ça, c'est un bonheur autant je pense, pour les élèves qui reçoivent le jeu que pour nous qui l'animons. Je vois que Nancy a écrit ce que je comprends est qu'en dépersonnalisant, on laisse de la place au partage et au vécu. Oui, c'est vrai, Nancy, tu as tout à fait raison parce qu'on met des cas de figure qui sont, évidemment, on a créé des stéréotypes. Là, on s'entend pour les besoins du jeu. On a créé, à part les 3 personnages qui sont des vraies personnes dans la vraie vie, on a une enseignante canadienne, on a un homme d'affaires japonais et un ingénieur qui est réfugié syrien là, au Liban. Donc, c'est sûr, puis si on en parle avec les jeunes, on leur dit, vous savez, oui, c'est des stéréotypes. C'est pas vrai que tous les Japonais sont comme Naoki Tanaka dans le jeu. C'est pas vrai que tous les Canadiens sont comme Monique Sans Souci de Quaticook. Tout ça est un spectre, mais en ayant justement des modèles pour vraiment des personnages avec lesquels on peut aborder des enjeux, effectivement, ça suscitait un petit peu des liens avec la vie de certaines personnes. Donc, oui, effectivement, j'avoue que je ne l'avais pas vu comme ça, Nancy, mais comment tu l'écris, je suis tout à fait d'accord avec ta perception. Puis, Dominique, oui, je rajouterais, je trouvais que ce jeu-là, il y avait une force aussi, ça peut être un excellent déclencheur d'un début de module pour un enseignant, une enseignante. Les élèves savent peu de choses. On vous invite, on joue à découvrir les inégalités et les actions que nous pouvons poser pour ramener un peu, diminuer ces écarts, ou ça peut être un excellent jeu pour finaliser un module. Il a sa place au début ou à la fin de toute une série de périodes. Puis quelqu'un qui veut aller plus loin encore, ça peut être rattaché à des gens qui vont venir faire des témoignages par la suite. C'est un outil qui a une grande, grande qualité, une très, très grande qualité, c'est qu'il ouvre à la réflexion et il amène à l'action. Et ça, c'est rare. Je crois, merci Alain, je crois qu'il y a une main levée. Est-ce que ça se peut, Marie-Catherine, ou c'est toi qui as levé la main? Oui, j'ai levé la main parce que, non, c'est correct, parce que là, on parle du fait que, c'est un contexte ludique et tout ça, puis malgré tout, on parle d'enjeux qui sont quand même sérieux. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, là, je pose la question
que le côté ludique cause plus de problèmes, que ça, plus de problèmes que permettre la discussion en profondeur. Est-ce que c'est un couteau à double tranchant, en fait? C'est peut-être ma question. Oui, Yolande, je pense que chez vous, c'est rarement arrivé. Jamais. Mais je sais que dans d'autres écoles, il faut tenir les jeunes serrés. Mais encore là, il faut que tu connaisses ta clientèle. Si tu ne les connais pas, tes élèves, il y a des élèves il faut que tu saches à qui tu t'adresses. Ce jeu-là s'adresse à des gens, à un groupe d'élèves X. Puis, ça serait dommage que si tu as la clientèle pour le jeu, que tu les prives. Mais si tu n'as pas la bonne clientèle, ben, tu vas avoir de la gestion à faire. Mais comme tu as de la gestion à faire en classe. Mais oui, c'est une bonne question, Marie-Catherine. Effectivement, j'ai une expérience plutôt récente en tête, justement, où il a fallu à un moment donné que faire un « oh là, OK, on joue là, gang », mais là c'est plus approprié. Les élèves même reproduisaient à la limite il y avait des commentaires des fois racistes ou des fois, donc des fois on était là-dedans et ça permet justement de, à un moment donné, faire pause et de dire, OK, oui, on joue un jeu, mais on ne peut pas se permettre ça, puis on sensibilise aussi d'une autre manière. Mais je pense que ça permet le contexte fait en sorte qu'effectivement, des fois, les élèves ont une grande liberté d'action et ça peut virer un peu, des fois, n'importe comment. C'est vrai. Parce ils ont l'impression qu'ils sont vraiment seulement en train de jouer et ils perdent le sérieux derrière la démarche. Mais ça arrive vraiment pas souvent. Mais comme je dis, quand ça arrive, habituellement, premièrement, les enseignants sont toujours là. Fait que leur job, c'est aussi de faire « Hey, la gang, on revient et on se recentre ». Mais aussi, en tant qu'animatrice, je pense que c'est toujours intéressant d'être attentif puis de comprendre pourquoi là, que ce moment-là où les jeunes décrochent. Souvent, c'est plus pour s'amuser, puis évidemment. Mais c'est déjà arrivé aussi que, il y avait des commentaires racistes et qu'il fallait franchement reprendre, recadrer le groupe. Mais après ça, les profs, des fois, ils nous réécrivaient, ils disaient « Ah, tu sais, ça servait à quelque chose. Merci. Ça venait pas de moi. Merci. Ils l'ont entendu de quelqu'un d'autre. » Donc, je pense que ça a du bon aussi dans ces contextes-là, mais heureusement, ça arrive vraiment très, très, très rarement. On pourrait passer au prochain ingrédient qui est favoriser la collaboration et la manipulation. On voit encore là une photo de la planche de jeu. Vous voyez bien, là, on voit les continents, les différentes échelles, le fait d'aller au centre. Il y a du matériel. Les élèves doivent toucher, bouger, glisser des pions. Même que des fois, c'est arrivé dans des écoles que quand il y a beaucoup d'élèves, disent « Ah, c'est moi qui fais le pion! » Fait qu'il y a un jeune qui fait le pion sur la planche de jeu. Bon, souvent, ça ne se dure pas toute la période comme ça, mais ça leur permet d'être debout et de bouger un petit peu en même temps. La collaboration nous semblait un élément essentiel quand on a créé ce jeu-là parce que ça nécessite des savoirs agir qui doivent être développés pour être des citoyens impliqués dans sa communauté ou dans le monde en général. On parle de dialogue, on parle de débat, on parle de compromis, on parle de co-construction, de penser aux autres et pas seulement de penser à soi. Donc, le fait que le jeu ait besoin de ces éléments-là, ben, ça permet juste de les amener en douceur dans cet environnement-là pour, après ça, justement, continuer de construire sur quelles sont les bonnes actions en tant que citoyen à prendre dans tel enjeu. Puis, je dis bonnes actions avec des guillemets là, parce que c'est pas moralisateur du tout là, comme jeu. C'est plutôt de réfléchir aux impacts, en fait, plutôt que la bonne action. C'est d'être conscient des impacts. Mais ça, on pourra en reparler là, un peu plus tard. Donc, la collaboration, la manipulation, c'est vrai que pour certains élèves, ça, c'est toujours le moment crève-cœur, mais ça arrive toujours à l'école, malheureusement. Ils ont de la misère à se trouver l'équipe. Ça fait des équipes, des fois, qu'il y a des jeunes qui peuvent être laissés de côté. C'est toujours des choses, je pense, que malheureusement, on doit faire face. Mais en les mettant dans ce contexte-là, ben, nécessairement, en tant qu'animatrice aussi, on donne des rôles différents dans les équipes. Il y a des gens qui sont responsables de certaines fiches, d'autres de certaines cartes, donc on remet. Donc, on essaie de distribuer les rôles de manière équitable dans les équipes aussi. Fait que même des fois, les jeunes qui peuvent se sentir moins interpellés par le travail d'équipe,
ben, on peut leur donner un rôle différent, puis c'est pas nécessairement ces jeunes-là qui vont devoir s'exprimer devant tout le monde, par exemple. On s'assure toujours de dire, ben, par exemple, si tu dois lire quelque chose, assure-toi d'être à l'aise de lire. Puis si tu n'es pas à l'aise, demande à un collègue de ton équipe. On laisse ça très, très ouvert pour les jeunes pour qu'ils se sentent, comme on disait, toujours bien dans l'expérience. Et ça aussi, des fois, ça peut amener des défis. J'en ai quand même nommé quelques-uns. Donc, des fois, on a des groupes qui peuvent être un petit peu moins participatifs ou des équipes qui en a deux qui ont vraiment envie de participer beaucoup, puis les deux autres sont plus assis puis se sentent un petit peu désinvestis. Mais généralement, le fait que ça soit aussi un jeu coopératif, que toutes les équipes doivent aussi coopérer ensemble, bien, ça vient rebalancer tout ça et ça fait toujours des expériences agréables. Donc, il y a la collaboration et la manipulation du matériel. Tantôt, tu as nommé juste le matériel en soi, créer de l'engagement dans le jeu. Mais le fait que ce soit des équipes, que les équipes doivent aussi collaborer ensemble, toi, en quoi ça a pu permettre d'aborder, encore là, je reviens, les enjeux de solidarité, les enjeux d'éducation à la citoyenneté mondiale, comment cette composante-là de notre recette Globopoly a été utile pour tes élèves, selon toi? Je te dirais, Dominique, que très souvent, j'étais surpris. Les élèves qui avaient un intérêt pour les thèmes des inégalités mondiales ou comment agir dans le monde, comment transformer notre monde, le rendre plus beau, plus juste, plus paisible, je savais qu'elles allaient embarquer dans le jeu. Mais ce qui me surprenait très souvent, c'est même mes élèves qui étaient les moins attirés par ce contenu embarquaient assez rapidement parce que justement, c'était un jeu de participation. Tu ne peux pas dans une équipe, si tu es une équipe de 4, tu ne peux pas être 4 qui n'embarquent pas. On est tous là, on est tous autour. Donc, c'est un jeu qui facilitait énormément cette collaboration et qui amenait les équipes à devoir discuter entre elles. Il y a l'équipe elle-même qui doit parler, mais entre elles, trouver des solutions collectives aussi. Donc, non, c'est drôle. Hein? Je considère que l'approche, si ça avait été un jeu où chacune ou chacun des élèves a une petite chose à faire, séparés l'un de l'autre, ça n'aurait pas fait long feu. Là, il y a un bel avenir, ce jeu-là, ou cette approche pédagogique, parce que tu impliques tout le monde. Tu les impliques par équipe et équipe avec des équipes. Mm-hmm. Puis, tantôt, quand je commençais à en expliquer un petit peu le jeu, le jeu est collaboratif, donc tout le monde gagne ou tout le monde perd. T'sais? Donc, c'est comme un jeu de société collaboratif. On a vraiment utilisé la même mécanique et ce qu'on remarque dans le jeu, c'est que nécessairement les jeunes qui représentent, on va dire, des pays du Nord ont beaucoup plus d'impact sur les équipes qui représentent des joueurs, des personnages de pays du Sud. Et ça crée du conflit. ça crée du conflit, puis c'est normal, c'est voulu, ça génère la discussion. Parce que des fois, le joueur, par exemple, du Japon, ses actions, il sait que ça va être négatif, mais ils n'ont pas le choix d'en choisir une. Et là, ça crie, c'est « Ah, t'aurais pas dû faire ça, puis je le sais, j'ai pas le choix, je m'excuse. » Puis là, donc, on voit déjà que les jeunes sont super investis aussi envers les autres équipes, puis l'objectif commun, même si leur personnage ne leur permet pas de faire le choix qu'ils aimeraient faire. Donc, c'est ça, donc on vise la collaboration, mais on a quand même mis des petites graines de discorde dans le jeu pour générer la discussion, puis ben oui, effectivement, c'est ça qui est ça, et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Donc, voilà, c'est le petit point que je voulais ajouter à la suite de ton commentaire, Yana. Oui, puis tu sais, Dominique, que je ne sais pas si tu te rappelles, à chaque fois que tu arrivais à la toute fin du jeu, puis tu disais, on a atteint un niveau de partage presque équitable, comment elles réagissaient, elles applaudissaient, elles étaient toutes heureuses que dans leur collaboration, c'est ça la jeunesse aussi. La jeunesse, il faut leur donner des outils pour agir. Et là, elles l'oubliaient pendant 1h15, elles étaient en train de changer le monde, là.
tu leur donnais les outils pour le changer complètement. Et ça les rendait fières. Elles étaient fières d'elles. Et ça paraissait quand on retournait en classe, il y avait des filles, des élèves qui se parlaient, qui ne s'étaient presque jamais parlé avant dans la classe. Mais comme ils avaient dû collaborer pour trouver des solutions planétaires, puis là, elles parlaient, elles continuaient à parler du jeu. Oui, ça, c'est le bout que moi, je suis moins témoin, mais c'est toujours le fun d'entendre. Ben oui, absolument. C'est vrai que quand la portée dépasse juste la durée de l'activité, ben, on voit qu'il y a quand même un objectif qui a été atteint, là. Ah oui. Ça met, je trouve, bien la table au cinquième et, disons, dernier ingrédient qu'on avait envie d'aborder ce soir, c'est les pistes d'action concrètes. Les sujets abordés dans le jeu, mais comme je disais, peu importe le sujet que vous abordez en classe, quand c'est un enjeu qui est complexe, sur lequel des ados de 16 ans n'ont pas beaucoup de prise, ça peut être rapidement très anxiogène. On n'a qu'à penser à tous les enjeux climatiques en ce moment. C'est une très, très grande source d'anxiété pour énormément de jeunes au Québec et au Canada de manière générale. Donc, c'était essentiel pour nous, quand on a créé ce jeu-là, de ne pas laisser les jeunes dans ce sentiment-là d'impuissance par rapport à des choses beaucoup plus grandes qu'eux et qu'elles. Donc, il fallait des pistes d'action. Leur donner vraiment des actions concrètes qu'elles peuvent faire dans leur vie, dans leur quotidien ou dans un avenir rapproché pour justement avoir un impact positif, être un acteur de changement dans leur milieu, que ce soit à petite, moyenne ou grande échelle. Parce que on leur dit souvent, juste t'informer dans des sources fiables, c'est déjà un premier pas. Tu n'es pas en train de changer le monde, mais tu es déjà en train de t'informer. C'est déjà un changement que tu fais dans le quotidien, bien, bravo. Puis si c'est à la hauteur de ce que tu es capable de faire en ce moment, bien, ça sera ça et ce sera déjà beaucoup. Des fois, on parle de mode éthique, puis on dit, on parle d'acheter du linge fait ici et tout ça. On s'assure que bon, les conditions de travail sont généralement beaucoup plus respectées. Mais souvent, il y a des gens qui disent, ouais, mais un chandail canadien ou québécois, ça coûte trop cher. Je dis, t'as raison. Puis souvent, moi aussi, je le dis, je ne fais pas que m'acheter du linge éthique tout le temps. Des fois, je peux pas. Des fois, je peux pas me le permettre. Puis, il y a toutes sortes de raisons derrière ça. Mais, par contre, il y a des friperies. Peut-être que tu pourrais acheter du linge usagé. Donc, on ramène toujours ça aussi. Hein? C'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas à ta portée encore, mais il y en a qui sont à ta portée, mais que tu connais peut-être pas ou que tu n'oses pas essayer. Donc, ça de peut-être vouloir mettre de l'argent. Dans quoi il est placé l'argent? Peut-être que ça peut encourager des conflits armés, ou les sables bitumineux, puis tu n'as pas envie que ton argent serve à financer les sables bitumineux. Donc, on leur donne aussi des choses, même pour plus tard, se projeter dans le futur, de choix qu'ils pourront faire. Puis, comme je disais, ça peut être autant des changements, des actions au niveau personnel qui vont engendrer vraiment des changements dans leur vision du monde, dans leur compréhension du monde, que vraiment des choses qu'elles peuvent faire ou qui peuvent faire très, très, très concret, comme acheter des bananes équitables quand tu vas à l'épicerie avec tes parents. Donc, on essaie vraiment à travers chaque enjeu de proposer une action puis une réflexion sur qu'est-ce que toi, en tant que jeune qui habite au Québec aujourd'hui, en 2022, tu peux faire qui peut faire du bien autour de toi, puis tu peux parler autour de toi pour que d'autres personnes puissent emboîter le pas vers le changement. Et ça, je crois que c'est la force du jeu, mais de manière générale, je pense que quand on aborde un sujet complexe, c'est vraiment important de donner un pouvoir d'action aux jeunes à travers ça pour que ça puisse encore là s'ancrer dans la réalité, mais que ça puisse les engager dans leur communauté ou dans leur école ou dans le monde en général. Yolande, les jeunes, tu disais, on reparlait après. C'est quoi, toi, que tu as pu constater au niveau justement des pistes d'action? Est-ce qu'il y a des choses que tu entendais de la part de jeunes qui disaient, ah oui, moi, je fais ça ou je fais déjà ça, je vais continuer. Qu'est-ce que tu as, toi, par rapport à cet ingrédient-là que tu vois qu'il y a eu des retombées? Dominique, première chose, replaçons-nous là aujourd'hui. Être jeune, avoir 16-17 ans, on est en train de sortir lentement d'une période difficile sur le plan sanitaire, collectif. Elles entendent
depuis des semaines qu'un des plus grands pays du monde qui a un droit de veto s'apprêterait peut-être à attaquer l'autre d'une façon très illégale. Tout ce qu'ils reçoivent, nos jeunes en ce moment, c'est tout le temps on leur parle que l'environnement autour d'elles et autour d'eux, et on a déjà dépassé la norme, on est en train de s'en aller vers une catastrophe. C'est extrêmement agressant. On les agresse constamment dans nos informations. Et quand le CSI entre dans l'école, vous apportez des solutions à leur mesure. Ça, c'est nos groupes communautaires. Déconnectez pas, vous n'arrivez pas en voulant être spectaculaire, vous leur dites la réalité, puis vous leur dites voilà ce que vous pouvez faire. Moi, ce que j'ai constaté, Dominique, très souvent, beaucoup de mes élèves me disaient Yolande, on ne changera pas le monde, mais on peut se changer soi-même. On peut changer notre regard. Nous sommes rendus à l'âge, bientôt nous allons pouvoir voter. C'est une action, ça. Donc, si je suis rendu à l'âge que je peux voter, je peux commencer à faire des choix éclairés aussi. Si je le veux, ce monde plus paisible, plus juste, plus équitable, mais je dois moi aussi m'investir. Puis il y a des élèves ça a eu un impact sur des projets qu'elles ont fait ensuite en sciences. Certaines, elles venaient me dire, tu sais, là, après l'expérience avec Dominique, moi, dans un projet en sciences environnementales, j'ai décidé de m'investir dans telle chose. Elles allaient vers des solutions qui étaient positives parce qu'on les nourrit souvent, nos jeunes, de ce qui ne va pas très bien ou ce qui ne va vraiment pas bien. Donc là, vous arriviez avec des solutions. Donc, c'est sûr que ça avait un impact. Il y a des élèves à qui ça ouvrait les yeux. Vous arriviez au bon moment. Puis il y en a d'autres, l'impact n'a pas eu lieu tout de suite. Il a peut-être eu lieu 6 mois, 1 an ou 2 ans plus tard. Mais s'ils n'avaient pas pris cette conscience-là sous forme de jeu, peut-être que ça ne se serait pas produit. Puis, je pense qu'on peut aussi appliquer ça, ce que tu dis, Yolande, même quand vous projetez des documentaires dans les classes. Tu sais, des fois, moi, ça m'est tellement arrivé souvent de regarder un documentaire puis juste avoir envie de pleurer après parce que ça ne me donne pas d'outils pour changer ça. Donc, tu sais, ça aussi, c'est important. Là, on parle de jeu, mais effectivement, c'est un documentaire ou peu importe ce qui est présenté, de prendre le temps d'avoir ce retour-là de OK, là, on a vu ça, qu'est-ce qu'on en pense collectivement? Qu'est-ce que ça vous évoque comme émotion, comme sentiment? Puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça maintenant pour ne pas laisser personne dans cet état-là de stress en lien avec des enjeux qui peuvent être difficiles, puis qui peuvent être aussi, tantôt on en parlait, qui peuvent toucher l'histoire personnelle aussi de plein de jeunes. C'est sûr que des élèves qui ont un parcours de réfugiés, par exemple, si on ne leur dit pas après ça à la classe, et vous savez, quand il y a des réfugiés qui arrivent dans votre ville, vous pouvez vous impliquer auprès de telle organisation. Vous pouvez vous proposer pour être un genre de mentor pendant les premières semaines à son arrivée à l'école. Vous pouvez ne pas faire de commentaires racistes. Vous pouvez dire à vos parents qui font des commentaires racistes que c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Donc, c'est tout ça ça permet aux jeunes aussi que ces histoires-là les touchent personnellement, de voir qu'ils vont avoir possiblement des alliés en lien avec ces enjeux-là autour d'elles et autour d'eux. Oui, les fameux préjugés, là. Prenons Haïti. Les préjugés qu'Haïti ne pourra jamais s'en sortir parce qu'ils ne sont pas capables de prendre en main leur destin. Oui, mais là, elle réalisait dans le jeu que ils ne peuvent pas prendre en main leur destin, ils ne contrôlent rien. C'est tous nous autour qui contrôlons. C'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons le prix des aliments. C'est nous qui décidons si c'est bon pour eux ou non. On ne consulte pas les pays qui sont déficients. Et c'est là qu'elle réalise, c'est là qu'elle dit, mais voyons, est-ce que peut-être que le problème viendrait aussi de nous? Mm-hmm. Ça c'est fort, ça, c'est puissant. Ça, c'est ce que tu apportais dans la classe, et par le jeu, et par tes interventions. Les fameux préjugés que nous, si on a réussi, c'est parce qu'on s'est pris en main et on a organisé nos choses. Ah oui, c'est si simple que ça, tu crois?
Regarde le jeu, comment c'est pas simple. Oui, puis ça fait penser qu'au fil du temps, le jeu a aussi évolué de plus en plus. Je pense que les organismes de coopération internationale, on est très sensibilisés à sensibiliser les gens aussi à la décolonisation. Puis ça fait de plus en plus partie de notre discours. Puis je l'amène de plus en plus aussi dans Globopoly. Puis je me rappelle que les premières années que je disais ce mot-là, épelaille. On ne savait pas trop de quoi qu'on parlait. Puis déjà, maintenant, les fois que je l'ai animé cette année, que je disais ce mot-là, ça, décolonisation, est-ce que vous connaissez ça, ce mot-là? Bien, déjà, il y avait des pistes. Fait que déjà, c'est le fun. On voit que bien, la sensibilisation se fait. Puis l'exemple que tu nommes est vraiment parlant parce que le cas d'Haïti dans le jeu, bien, on a repris malheureusement plein de situations qui existent et qui ont lieu en ce moment même. Et ça leur permet effectivement de se rendre compte qu'il y a énormément d'enjeux coloniaux derrière tout ça, puis que ce n'est pas une question de volonté ou c'est ça. Donc, c'est vraiment, ce jeu-là permet de leur donner, bref, des pistes d'action pour comprendre aussi le monde puis agir de manière positive là, par la suite dans leur vie, leur donner, c'est ça, des pouvoirs d'action. Je serais intéressée de voir s'il y en a qui ont des questions. J'aimerais aussi voir s'il y en a qui ont des expériences similaires. Puis là, on parle, c'est ça, d'un jeu qui est quand même complexe, qui a beaucoup de ramifications, mais on peut utiliser plusieurs de ces ingrédients-là dans des contextes beaucoup plus simples aussi. Donc, je suis vraiment intéressée à ce qu'on ouvre la discussion là, sur tout ça. Nancy? Dans le fond, c'était une question par rapport à une des choses que je trouve intéressante dans cette démarche-là, c'est que la question des privilèges est abordée, mais de façon non personnalisée envers nous, dans le sens que moi, j'ai déjà participé à des activités où on fait la marche des privilèges et c'est nous qui nous mettons physiquement dans une salle, dans une position de 2 pas en arrière parce qu'on est une femme ou 3 en avant parce qu'on est hétérosexuel ou des choses comme ça. Et des fois, ça peut faire des grosses, nous mettre sur la défensive ou faire des remises en question personnelles et être pas toujours facile à animer. Mais ce que je comprends, ce qui est intéressant, c'est que c'est des personnes, c'est une marche de privilège, mais avec des personnes qui sont à l'extérieur de nous. Puis je me posais la question, est-ce qu'il y a de l'identification? Est-ce que les élèves s'identifient à leur personnage ou est-ce que, tu sais, en termes, je comprends, Dominique, tu donnais l'exemple de la personne japonaise qui dit « Désolée, je ne veux pas vous le faire, mais je suis obligée » ou, tu sais, je me demandais, c'était quoi la dynamique de groupe face au personnage ou… Oui. Souvent, quand il y a on nomme souvent là, les pays avant là, que les élèves les choisissent parce qu'on leur laisse choisir un pays. D'abord, il y en a ils vont tout de suite vers un pays qui les intéresse pour des raisons que moi, je ne sais pas nécessairement, mais on voit qu'il y a un intérêt. Ah oui, moi, je veux le Pérou, parce que leur sœur est allée faire un stage au Pérou, peut-être. Mais il y a toujours quelque chose de vraiment drôle qu'on doit faire au début du jeu, entre autres pour ceux qui ont le Japon. L'exemple que tu nommes, Nancy. On doit aller les voir puis leur dire là, vous devez vous mettre dans la peau de M. Naoki Tanaka pour le jeu, OK? Vous ne devez pas être vous-même, vous devez être ce monsieur-là et réfléchir comme ce monsieur-là. Et il y a des équipes qui sont très à l'aise avec ça, de dire « Ah ouais, let's go, moi je suis l'homme d'affaires sans pitié et tout et tout. » Mais il y en a d'autres qui sont tellement mal à l'aise de faire ça, puis ils s'excusent, comme je disais, mais il y en a qui se mettent vraiment dans la peau, puis que ça va très, très bien, puis ils assument leur rôle. Donc, je dirais que ça dépend vraiment des groupes. Et je me souviens, entre autres, il y a une fois au Mont Notre-Dame, il y a là, je me rappelle, les élèves avaient lu la fiche personnage, ils disaient « Oh non, je ne veux pas être ce personnage-là. Je ne veux pas faire ça. » c'est ça, on a besoin de quelqu'un qui fait ça. Parce qu'il y a des gens comme ça dans le monde aussi. Oui. Puis, c'est ça, c'est drôle la dynamique justement au niveau des personnages. Il y a vraiment des élèves qui vont le faire vraiment de manière très sérieuse, puis d'autres qui vont se sentir mal pour les actions, des fois moins responsables, on va dire, qui sont faites par ces personnages-là. Et à l'opposé, on a, par exemple, là, je reprends le cas d'Haïti parce que, bon, on en a déjà parlé quelques fois, l'équipe qui a Haïti, souvent, ne peut pas bouger pendant les 2 à 3 premiers tours du jeu. Puis ça, on se posait la question au début, on était comme, est-ce que c'est plate? On était comme, oui, c'est plate, mais c'est nécessaire
pour la prise de conscience. Puis souvent, on se retourne, on dit, hey, la gang, ça va de votre côté, ils sont comme, on ne peut pas bouger, aidez-nous. Comme, hey, tout le monde, vous entendez, là? Ils ont besoin d'un coup de pouce, ils ont besoin de décisions qui vont arrêter de les bloquer, là. Ils ont besoin de décisions qui vont les faire avancer pour après ça qu'ils puissent faire aussi des actions. Donc, on essaie aussi de ne pas tomber dans le, justement, comme je disais, dans le stéréotype. Là, on le dit, je ne sais pas, le cas de Mariette en Haïti n'est pas le cas de toutes les personnes en Haïti. C'est un personnage que là, on a voulu mettre de l'avant pour les fins du jeu, mais c'est pas, on ne veut pas généraliser non plus parce que sinon, on tombe aussi dans la caricature. C'est vraiment pas ça qu'on veut. Mais oui, les personnages sont quand même une composante essentielle là, de comment les jeunes se les approprient là, dans le jeu. Peut-être on peut aussi poser, il y a Marie-Catherine qui a posé une question dans le chat. Là. Je ne sais pas si elle se disait qu'elle se demandait est-ce qu'il y a des règlements en début de jeu pour favoriser un espace sécuritaire, surtout considérant le jeu. Est-ce qu'il y en a dans ce jeu-là ou avez-vous des idées ou des exemples d'animation en classe qui ont commencé avec des petits règlements pour s'assurer que les gens se sentent en sécurité ou… Je dirais que dans Globopoly, on n'a pas ressenti vraiment le besoin de le faire. Par contre, quand on va dans des groupes avec des profs, ou du moins avec qui on ne l'a jamais animé, on prend le temps de demander c'est quoi la vibe du groupe, c'est quoi leur attitude par rapport à ce genre d'enjeu-là. Parce que des fois, ça m'est déjà arrivé dans une école où il y avait beaucoup de préjugés là, dans les groupes, que les profs ont pris le temps de faire un avertissement puis de préparer le groupe à l'activité. Mais les profs qui connaissent bien l'atelier, j'imagine, Yolande, je peux peut-être te laisser la question. Là. Est-ce que toi, tu avais à avertir les élèves de certains trucs ou tout se passait du moment qu'ils arrivaient avec nous? Mais on l'explique. On l'explique avant. Là, quand je leur disais au cours précédent, je disais, on va avoir une visite de Dominique. Plusieurs te connaissaient déjà par la simulation de l'ONU, tout ça, mais on donnait les règles de base, mais j'ai jamais eu à insister énormément. Quand tu arrivais, surtout que quand elles arrivaient dans la salle, tu leur disais, voilà les filles, la procédure, comment tout ça va fonctionner, puis ça commençait très bien. L'important, c'est qu'on ne perde pas de temps, puis avec toi, on n'en perdait pas. Mais ça fait quand même penser que c'est vrai qu'il y a des manières, je crois que la manière dont on aborde des sujets diffère selon qui est devant nous. Ça, c'est vrai, là. Nous, c'est un avertissement qu'on donne aussi aux animatrices des fois qu'on engage là, quand on en a 3 en même temps. On a quelques personnes qui en font aussi avec nous pour nous aider. Puis quand c'est un groupe qui est très multiculturel, par exemple, ben c'est sûr qu'on va en parler à l'animatrice et dire ça se peut qu'il y ait des choses qui sortent. Mais on n'a pas d'avertissement au groupe à l'avance. Mais on prépare les animatrices, par exemple, à ce qu'il y ait peut-être des commentaires là, au niveau plus personnel qui puissent sortir, qui amènent des discussions plus personnelles là, dans le cadre de l'activité. Mais non, effectivement, on n'a pas comme d'avertissement préalable qu'on va parler, par exemple, du conflit en série. Ça se déploie dans le jeu, mais d'une manière, somme toute, assez fluide, douce et tout ça. Fait que moi, je n'ai pas été témoin, mettons, de situations qui auraient pu choquer, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. T'sais. Fait que ça, c'est vrai que c'est vraiment une bonne question. Parce que ma question, c'était aussi, parce que vous avez dit que ça amenait les jeunes à partager peut-être leur vécu. Comment cet espace-là est créé? Peut-être que ça se fait finalement naturellement grâce au jeu, mais parce que dans tellement d'autres contextes, ça peut mener une certaine tension à l'intérieur de soi quand on parle d'enjeux qui nous concernent de si près. T'sais. Et c'est sûr, Marie-Catherine plutôt, que quand on fait une activité comme ça, on ne peut pas dire au revoir Dominique, puis c'est fini les filles, les élèves, vous venez de vivre 1h15, puis on n'en reparle plus. Il faut récupérer ça. La période qui suit est aussi importante, sinon plus, que l'activité elle-même. C'est elle qui va donner tout le sens de l'activité. Qu'est-ce que vous avez appris dans le jeu, par le jeu? Mais aussi, qu'est-ce qui vous interpelle quand vous avez vu les inégalités, puis comment on les a créées, comment elles se créent, elles se nourrissent, nos inégalités planétaires? Qu'est-ce qui vous a fait?
comment vous réagissez à l'intérieur de tout ça? Et c'est là, puis c'est sûr que je vais vous dire combien de fois j'ai entendu de mes élèves me dire mes parents sont ici au Canada parce qu'elles ne pouvaient plus subir ça, ce qu'on vient de vivre dans un jeu. Ils ne voulaient plus le subir. Ils voulaient aller dans les pays qui faisaient subir. Donc, là, et là, évidemment, quand tu te retrouves avec des classes où le tiers de tes élèves ne sont pas nés au pays, ou la moitié de tes élèves qui ne sont pas nés au pays, et là aussi, il y a toutes les différences. On a des élèves dans nos classes qui sont des enfants de réfugiés, puis on en a aussi qui sont des parents, leurs parents sont des parents choisis, déterminés, qui sont de l'élite de leur pays. Deux mondes aussi. Là aussi, il y avait des échanges. C'était incroyable le partage qui s'offrait, mais il faut être solide comme enseignant et enseignante pour l'orienter, pour le canaliser. Le jeu peut ouvrir à une magnifique discussion, une prise de conscience planétaire, mais peut aussi ouvrir à l'affrontement. Et ça, il faut faire attention à ça. Si je comprends bien, Yolande, parce que dans le fond, on parle de Globopoly, mais ça peut être d'autres types de jeux, parce que les ingrédients qu'on a vus, dans le fond, c'est comment trouver des moyens pédagogiques pour aborder des sujets importants, des inégalités ou d'autres types de sujets. Et moi, ce que je comprends, c'est que donc, là, l'idée, c'était de faire venir le CSI de Sherbrooke, faire jouer Globopoly. Et là, la prochaine fois que vous revoyez le même groupe, vous avez prévu, mettons, une demi-heure ou quelque chose de retour sur l'activité. Un cours complet, Nancy. Au complet. Ah, c'est génial. C'est 75 minutes et même souvent, on donnait suite il y avait le cours. Moi, je prenais le Globopoly comme un déclencheur. Le cours qui suivait, nous avons vécu quelque chose, vous avez vécu quelque chose, partageons maintenant. Et ensuite, nous retournions voir c'est quoi les solutions, qui nous propose, on allait voir les grandes organisations, qui nous propose des solutions par rapport à ces grands sujets de l'heure. Donc là, ça te permettait aussi de voir qu'il n'y a pas juste des hommes et des femmes qui bâtissent un monde de haine et de violence. Il y a énormément de monde qui travaille pour rendre notre société humaine plus juste. Parce que c'est de ça aussi qu'on doit arriver, parce que c'est ça, je crois qu'il y a un objectif dans le jeu de Globopoly, c'était de nous dire, nous les avons, les solutions, là. Nous les avons, là. Puis on vous les nomme, mais il y en a bien d'autres aussi. Mais si vous voulez des changements, vous la voulez, la société idéale, vous le voulez, le paradis sur Terre, mais changez vos attitudes. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, ouvrez votre esprit, ouvrez votre âme. Vous avez autour de vous, dans un lieu, dans une place, vous avez le monde qui vous entoure. C'est le temps d'en parler, c'est le temps de voir ensemble. Donc, c'est fabuleux. Vraiment, là, ça faisait vivre des choses qu'un cours traditionnel ne permet pas. Mm-hmm. Je peux-tu faire du pouce là-dessus? Dans le fond, c'est dans les ingrédients que vous avez nommés, là, ancrés dans les besoins du milieu, s'ancrer dans la réalité, ludique, collaboration, manipulation et les pistes d'action concrètes sont toutes des ingrédients intéressants. Moi, une de mes premières réactions, c'est que les pistes d'action concrètes, c'est l'étape la plus importante à ne pas moffer, comme on dirait, ou à ne pas manquer, ou à ne pas... Parce que quand on est dans des activités qui nous ouvrent les yeux, qui nous font réfléchir, qui nous font voir des choses qu'on n'a peut-être pas vues et qui ont des éléments de contenu ou de discours qui sont à contre-courant. On n'en parle pas des inégalités mondiaux dans les corridors des écoles de façon générale, ni aux nouvelles souvent et tout ça. Ça peut nous amener vers l'impuissance et la paralysie et c'est trop gros, j'aime mieux plus y penser parce que c'est trop gros pour moi et tout ça. Fait que je trouve ça intéressant, l'importance dans
les activités éducatives qu'on fait, de toujours avoir ce bout-là d'accès de ne pas laisser les gens avec le sentiment d'impuissance parce que parfois, on peut, avec nos activités éducatives, on peut des fois avoir l'effet contraire désiré. Une personne que je connais parlait à un moment donné d'avoir fait un atelier sur les droits des femmes et les inégalités entre les garçons et les filles et tout ça. Et des fois, ça arrive qu'on manque notre coup et dans le fond, ça avait mal tourné et ça a donné l'effet contraire, c'est-à-dire qu'il y a des garçons qui sont mobilisés pour dire comment ils étaient victimes de discrimination, ça n'a pas de bon sens et que dans le fond, l'effet désiré était le contraire, mais des fois, ça peut être un effet désiré contraire qu'on aborde dans les classes des sujets et que si on ne met pas assez d'accent sur l'espoir, l'action, le pouvoir qu'on a, on n'a pas le pouvoir de changer le monde au complet, mais on a comme tu donnais tantôt, Dominique, des exemples de gestes acheter, c'est voter ou des choses comme ça. Là. Fait que je voulais juste souligner que je trouve ça intéressant de. Mais il ne faut pas que l'activité soit perçue comme bon, OK, le jour 8, c'est un vendredi, les élèves sont moins engagés. J'invite Dominique, puis là, moi, je dis rien. Si je suis en congé. Je suis en congé. Si c'est ça, tu es toi-même, tu es en échec pédagogique. Si tu invites le CSI à venir en classe, il faut qu'il y ait un avant, un pendant et un après. Et l'après, il doit prendre tout son sens. Ça, c'est certain. Si je peux juste, parce qu'on parle des ingrédients, ça me fait penser à une recette. Soit une recette où quand on fait de la peinture, c'est un peu la même chose, mais quand tu fais une recette, tu planifies, il faut que tu ailles acheter tes ingrédients, tu fais ta recette, mais il faut que tu fasses la vaisselle après. Un peu comme quand tu peintures ta maison, ben, il faut que tu choisisses les couleurs, tu achètes la peinture, mais il faut laver les rouleaux à la fin. Là. Puis souvent, on n'aime pas cette étape-là où on l'oublie, mais ça fait partie intégrante de la démarche. Là. Mais je trouve ça beau, Nancy. Puis moi, je prendrais une autre image. Ce que le CSI apportait dans mon cours, c'était de la levure pour un pain. C'est comme ça que je le voyais. Ça permettait, je les avais les ingrédients, je les avais les élèves, je savais les thèmes, mais ça n'aurait pas levé autant. Il me fallait une bonne levure et ça, voilà, je l'avais là. Et ça venait du communautaire. Ça venait de nos organismes communautaires qui nous rappellent, qui nous ramènent à l'ordre. C'est quoi nos grandes valeurs? Pourquoi on passe sur Terre? Pourquoi on vit sur Terre? C'est ça, là. C'est parce que ça allait aussi loin que ça dans les discussions. Ça allait aussi loin que... Mais dans le fond, on est sur Terre pour s'aider. Ben oui. On est ici pour s'entraider. On ne sait pas s'il y a un après. On ne se rappelle pas s'il y a eu un avant. On ne sait pas s'il y a un après. Donc, on peut-tu ensemble? On peut-tu s'en offrir un petit paradis? Tout d'un coup, qu'il n'y en a pas après. Ce serait le fun qu'on en ait bénéficié tout le monde ensemble. Je pense que c'est des très belles paroles pour terminer ça, parler de la levure. Dominique, c'était vraiment très bon. J'ai eu un message d'un prof en particulier qui m'a écrit en privé et qui a dit qu'il aimerait vraiment ça que Globopoly soit accessible à tous et à toutes. Et je sais que ce n'est pas possible pour l'instant, mais j'ai dit que j'allais faire la pression, donc je la fais officiellement. Écoute, peut-être. Oui, c'est toujours l'enjeu quand on parle de Globopoly, c'est la possibilité de l'exporter. Évidemment, on ne s'inscrit pas dans une logique très capitaliste, donc on a un petit peu de misère à commercialiser le tout. Mais on a quand même en tête éventuellement de le rendre disponible. On avait même au début de la COVID essayé de voir qu'on ne pouvait même pas aller dans les classes, comment on pourrait le transformer en jeu en ligne, mais en parlant avec des profs, en parlant même avec des élèves qui gravitent beaucoup autour de nous, ils disaient tant qu'à ça, on aime mieux attendre de le vivre en vrai. Fait que, puis le vivre en vrai sans le CSI, c'est qu'il y a beaucoup en ce moment d'éléments dans le jeu qui sont vraiment liés à notre mission, nos projets actuels. Et donc, c'est ce qui fait qu'il est difficile à transposer à d'autres, mais on l'a toujours en arrière de la tête. On aimerait ça éventuellement peut-être avoir une version plus... moins CSI, justement un peu plus neutre là, par rapport à nos projets, mais qui permettrait peut-être à d'autres organisations de pouvoir
en profiter puis l'animer dans leur milieu parce que ça a été un travail de 2 ans quand même, créer ce jeu-là. Puis, on en est extrêmement fiers. Puis, c'est toujours super intéressant dans les milieux où on va. Donc, j'entends votre message, professeur enseignant anonyme, mais c'est dans les cartes. On aimerait beaucoup, beaucoup ça, le rendre disponible à plus grande échelle éventuellement. Mais vous ne partirez pas les mains vides aujourd'hui. Ça m'amène quand même à vous dire qu'on a d'autres ateliers, le CSI, qui sont quand même composés un petit peu avec les mêmes ingrédients, mais qui sont peut-être moins complexes, là, tant au niveau matériel que règlement, à animer. Puis, on a donc voulu vous rendre un de nos ateliers disponible en formule 100% clé en main à la suite de l'activité de ce soir. Donc, ce n'est pas Globopoly, mais c'est un atelier sur le commerce équitable. Donc, ça peut se faire quand même dans toutes sortes de matières, là. Ça touche à beaucoup, beaucoup d'enjeux différents. Donc, je crois que Marie-Catherine va partager là, la trousse d'atelier à la suite de l'activité, mais je peux quand même vous donner un petit aperçu de ce que ça implique, puisqu'il reste un petit peu de temps. Le commerce équitable, pour ceux et celles peut-être qui sont moins familiers avec ça, c'est un système de certification au niveau principalement, là, c'est beaucoup alimentaire, là, ce qu'on voit au Canada sur nos tablettes, mais il y a des produits de cosmétiques, des produits plus liés aux vêtements et tout ça. Et ça assure en fait des conditions de travail justes et équitables là, pour les producteurs, les productrices, principalement des pays du Sud, puisque ce sont des produits qu'on doit importer. Donc, on n'a pas de pommes certifiées équitables au Québec, parce que, bon, les pommes sont faites au Québec et il y a généralement des bonnes conditions de travail associées avec les pommes du Québec. Je peux faire une parenthèse sur le travail des personnes, des migrants là, qui travaillent dans les cultures. On sait qu'il y a des enjeux à ce niveau-là, mais bon, Fairtrade n'est pas impliqué là-dedans en ce moment au Canada, mettons. Mais c'est un atelier pour amener la discussion avec les élèves sur la consommation responsable. Et c'est vraiment fait avec les mêmes ingrédients que Globopoly, c'est-à-dire qu'il y a de la manipulation, il y a des équipes, il y a les émotions sont suscitées à travers l'activité. On a des pistes d'action concrètes. C'est vraiment un atelier qui peut se faire avec un groupe de 10 personnes, comme un groupe de 75 élèves, si vous voulez regrouper plein de jeunes en même temps pour le faire. Donc, on a vraiment pris le temps de vraiment tout décortiquer l'atelier, vous mettre des ressources aussi pour continuer de vous outiller sur le sujet, mais ça va vous permettre, si vous le souhaitez, d'avoir accès à un atelier clé en main là, à la sauce CSI, si vous le souhaitez, dans vos cours. Puis, il y a aussi vos conseils provinciaux. Bon, nous, on a la COSI, mais les différents conseils provinciaux ont certainement aussi des ressources pour vous. Puis, j'aimerais aussi parler du réseau interactif. Je ne sais pas si quelqu'un, peut-être Nancy, tu pourrais l'écrire dans le chat. Là. Le réseau interactif, c'est nos collègues de Trois-Rivières au Québec qui ont cette plateforme-là, puis qui ont plein d'activités, là, des fiches pédagogiques, plein de trucs comme ça, sur plein d'enjeux. Ça peut être trié par matière, par niveau scolaire. Donc, c'est vraiment une belle plateforme aussi pour avoir là, différentes activités pédagogiques que vous pouvez inclure dans vos cours. Mais voilà, ça nous fait plaisir de vous partager notre atelier sur les bananes équitables dans le cadre de l'atelier de ce soir. Et c'est ça. Donc, on espère que certains d'entre vous vont pouvoir l'animer. Vous m'écrirez. Vous pourrez écrire si jamais vous le faites pour m'en donner des nouvelles. J'ai mis interactif mais juste pour dire, donc c'est in comme IN, terre comme la terre, actif, je sais jamais. Oui, puis toutes ces ressources-là, le vidéo de la COSI au début, le document de la COSI, toute l'activité sur les bananes équitables avec le matériel, tout ça va être mis sur notre bibliothèque des ressources. Puis je vais vous envoyer là, demain le lien pour que vous ayez accès à tout ça, incluant l'enregistrement aussi de la séance, parce que je sais qu'il y en a qui ont dû quitter là, un peu plus tôt, là, qui me l'ont dit, parce que pour certains, il est encore l'heure de l'école, là, pour ceux qui viennent de l'Alberta et du Manitoba, donc ils se sont un peu divisés en 4 pour participer. Donc, pour ceux qui veulent continuer, puis donc c'est ça. Là, je ne voulais pas couper la conversation court. C'est juste que Dominique, je sais que tu voulais nous présenter le banane équitable, puis je voulais quand même que tu aies le temps de le faire. Est-ce que Dominique ou Yolande, vous avez des éléments que vous vouliez rajouter, un truc que vous n'avez peut-être pas mentionné ou une idée que vous vouliez pour compléter, en fait?
Ben, en fait, je pense l'idée générale, je crois, qui est intéressant à partager ce soir, c'est que oui, nous, on a cet outil-là, Globopoly, mais l'idée derrière ces ingrédients-là, c'est juste, je pense, de vous inspirer peut-être à des fois pour certains thèmes, certains enjeux, peut-être faire appel à des acteurs de votre communauté pour les aborder, mais aussi des fois de sortir des sentiers battus, puis de créer vous aussi, puis à la limite que ce soit avec vos élèves, des jeux qui peuvent être un petit peu inspirés finalement de ces ingrédients-là qui sont. Ce n'est pas scientifique, c'est vraiment de notre pratique qu'on en est venu à ces bonnes pratiques-là, mais qui, je pense, peuvent inspirer différents types d'ateliers. Puis comme on a mentionné, l'atelier des bananes en est un autre exemple, qui est beaucoup plus simple, plus accessible, aussi animé, mais qui reprend vraiment les mêmes ingrédients. Fait j'espère vraiment que ça vous a donné un exemple de comment le jeu peut permettre d'avoir des retombées très rapides et très fortes en termes d'éducation à la citoyenneté mondiale. J'ai une question. En fait, il y a une enseignante là, qui me demande si elle peut poser une question. Fait que si ça vous va, je l'inviterai à poser sa question. Donc, Léa, si vous voulez soit l'écrire dans le chat ou ouvrir votre micro, tout simplement, qu'on vous voit, qu'on vous entend. Oui, allez-y. Allô, vous m'entendez? OK. Allô? En fait, je me demandais... je trouve ça vraiment intéressant comme jeu. Là. Moi aussi, j'aimerais y avoir accès. Là. En fait, je ne suis pas une enseignante, je travaille au cible là, dans le Bas-Saint-Laurent. Là, on s'est déjà croisés. En fait, je me demandais, je trouve ça intéressant, en fait, le fait que les participants vivent les injustices à travers leurs personnages. Je me demandais, j'ai cru comprendre que c'était surtout avec le secondaire que vous l'aviez fait, mais est-ce que, selon vous, il y a comme un âge minimum où on peut aller avec ce véhicule-là des injustices, parce qu'un enfant de 6 ans pleurerait là, si c'est pas juste le jeu, là, il ne comprendrait pas que c'est juste un jeu. Fait que, je sais pas, avec du primaire plus vieux un peu, si vous pensez que ça serait adapté, peut-être avec du contenu un peu plus vulgarisé. Dans le fond, ce que je dirais, c'est qu'en ce moment, comment le jeu est fait, c'est vraiment au niveau plus de la littératie qui a un enjeu, je pense. Il y a beaucoup de choses à lire, il y a quand même un rythme assez rapide. Puis, les plus jeunes, je l'ai fait en secondaire 1-2, là, un groupe mixte, puis c'était difficile. Pas à cause qu'ils ne comprenaient pas à cause des émotions suscitées, mais vraiment à cause de la lecture, puis c'est vraiment ça que je pense qui rendait le jeu plus complexe. Mais je pense que on peut toujours l'adapter avec le contenu. Souvent, le squelette serait accessible à des plus jeunes. Si on avait peut-être moins de lecture puis de lecture orale à faire là, et tout ça. Mais c'est vraiment dans la manière qu'on amène les actions. Je pense que c'est peut-être, ils ont moins de préhension peut-être sur certains choix à cet âge-là quand ils sont plus jeunes. Ce qui fait que je pense que ça demeure un jeu qui est accessible vraiment de manière impeccable pour des élèves là, de 4e secondaire. Là. Donc, mettons, à partir de 15 ans, là, pour vrai, on s'en sort super bien. Puis après ça, je pense qu'il n'y a pas de limite. Mais plus jeune, c'est surtout au niveau de la structure du jeu, là, de la mécanique là, qui fait que on perd malheureusement beaucoup de temps par la lecture et tout ça, avec des plus jeunes qui ont moins cette aisance-là. Okay. Mais au niveau des émotions, tout ce qui est comprendre qu'il y en a qui ont moins de privilèges, tout ça, ça serait quand même avec les 12 ans, là, ça allait. Oui, ça c'était correct. Ouais. Okay. On l'avait fait entre autres en maison de jeunes. Fait que, c'est du 6e année, secondaire 1. Ça, ils comprenaient, mais on prenait vraiment le temps de vulgariser plus. Okay. Le jeu avait duré beaucoup plus longtemps que ce qu'on fait, par exemple, en 75 minutes dans une classe au secondaire. D'accord. Merci beaucoup. Oui, je me dis que c'est une version comme Marche des privilèges pour les plus jeunes, ne peut pas être plus simple. C'est un peu plus, plus linéaire et un peu moins de manipulation, mais les discussions peuvent venir peut-être plus facilement. Là. Good. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des questions? Je pense que ça fait... Ben, merci. Donc je vais faire l'avant-dernier mot de la fin. Je vais laisser le dernier mot de la fin à Marie-Catherine, mais juste remercier tout le monde pour votre participation et aussi remercier particulièrement Dominique et Yolande. C'est vraiment très, très inspirant puis intéressant. Je pense que ça aide à voir comment aussi avoir des activités créatives, ludiques qui
aident à vulgariser des enjeux complexes et qui aident aussi à ouvrir la réflexion et à passer à l'action ou à penser à comment agir. Fait que merci beaucoup de votre participation ce soir. Puis Marie-Catherine, Oui. je vais te laisser là. Ben oui, ben moi, je vais remercier un plus grand nombre. Je vais remercier Nancy, Dominique et Yolande pour cette séance, vraiment. Yolande et Dominique, je pense que ça a été super, super. J'ai bien aimé le format là, de partage, autant le contenu, puis après ça, l'expérience là, de Yolande. Puis vraiment, comme, OK, concrètement, comment ça s'est passé. Puis évidemment, ça a donné le goût à beaucoup, je pense, d'avoir le jeu ou du moins de trouver des variantes ou des façons d'utiliser le jeu comme outil pédagogique. Puis je pense que c'était vraiment l'objectif. Puis je pense que vous avez vraiment très bien conclu là, cette série pour l'année 2021-2022 sur une note positive. Là. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Merci à Nancy aussi d'avoir accueilli et à la COSI d'avoir accueilli cette dernière séance. Merci à tous et à toutes pour votre participation. C'était vraiment très apprécié. Puis, comme je l'ai écrit dans le chat, là, vous allez recevoir un courriel de moi d'ici la fin de la semaine avec les ressources, les liens pour les enregistrements, toutes les ressources qui ont été mentionnées. Vous allez avoir clé en main l'activité des bananes, donc équitable, donc vous allez pouvoir utiliser dans votre classe et pour amorcer des discussions intéressantes. Puis sinon, je vous ai mis le lien aussi pour notre bibliothèque des ressources où vous pouvez déjà trouver les ressources des dernières séances de la série. Donc, on a parlé de différents sujets. Donc, n'hésitez pas à aller fouiller là, puis de nous contacter si jamais il y a quoi que ce soit. Puis sinon, je vous remercie et je vous souhaite une très belle soirée. Et merci aux interprètes. Oui, merci beaucoup à Fanny et à Daniel qui ont assuré l'interprétation. Effectivement, elles sont derrière, mais elles sont là, présentes, et elles assurent l'accessibilité à tous et à toutes. Merci, Nancy, pour le rappel.